Bonjour, je vais vous présenter les éléments importants de ce congrès ACR 2018 concernant la fibromyalgie et la douleur. Tout d'abord, le diagnostic. Il y a deux communications orales sur le diagnostic de la fibromyalgie qui ont insisté sur le désaccord entre le diagnostic clinique et le diagnostic basé sur les critères et les conséquences que cela peut avoir. Cela partait du fait qu'il y a eu des données récentes qui montrent qu'environ 75% des patients avec un diagnostic clinique de fibromyalgie ne rempliraient pas les critères. La première étude qui a été présentée en communication orale montrait que les rhumatologues n'identifiaient pas environ 50% des fibromyalgiques qui remplissent les critères ACR. Et par contre, ils identifient de façon incorrecte comme fibromyalgique environ 12% des patients qui, par contre, ne remplissent pas les critères diagnostiques. Ainsi, ces données remettent en question un grand nombre d'études épidémiologiques basées sur les codes diagnostiques et donc sur des patients qui ne vérifient pas les critères diagnostiques. La deuxième étude concluait aussi que ces données-là modifient donc les données épidémiologiques et donc ils ont repris plusieurs cohortes de patients et revu les choses et au final le sexe ratio dans la fibromyalgie ne serait pas de 90% de femmes mais plutôt 60% de femmes et la prévalence qui est très variable dans les études serait en fait d'environ 2%. Toujours dans le cadre du diagnostic, il est parfois difficile pour le clinicien de différencier fibromyalgie et autres syndromes douloureux chroniques. Et cette étude a permis de montrer que l'association de certains symptômes permettrait, mieux que les critères ACR 2016, de faire la discrimination d'une fibromyalgie par rapport aux autres syndromes douloureux chroniques. Ces symptômes-là sont en fait des douleurs profondes persistantes sur une grande partie du corps, des troubles de l'équilibre, la sensibilité à l'environnement et notamment au bruit, les douleurs après l'exercice et les douleurs au toucher. Bien entendu, il faudra d'autres études pour confirmer ce groupe de symptômes comme étant effectivement assez discriminants pour diagnostiquer une fibromyalgie. Ensuite, en termes d'épidémiologie et de données cliniques, je vous rappelle qu'Acosta Manzano a publié en 2017 une étude qui montrait une augmentation des facteurs de risque cardiovasculaire dans la fibromyalgie comparée à la population générale. Là, il y avait donc une étude présentée sur les données d'un registre national américain où le diagnostic principal était la survenue d'un infarctus du myocarde. Dans ces données-là, ils ont extrait la population de patients fibromyalgiques et ils ont pu montrer que finalement, ces patients fibromyalgiques avaient un taux de mortalité après infarctus du myocarde identique aux patients sans fibromyalgie. Par contre, cette population de fibromyalgiques était quand même plus jeune par rapport à la population générale et il y avait bien entendu plus de femmes. Par contre, ce qu'ils ont montré ensuite, c'était qu'il y avait une tendance à l'augmentation dans le temps de la mortalité, peut-être liée à l'absence de prise en charge des facteurs de risque cardiovasculaire dans cette population très féminine et comme on le sait dans la fibromyalgie, surtout le surpoids et le tabagisme. Il y a eu ensuite de présenter une étude sur l'apnée du sommeil dans la fibromyalgie. En fait, ils ont repris des données de patients d'une autre étude, donc des données initiales, et on obtient en fait un patient sur 5 qui aurait une fibromyalgie associée à une apnée du sommeil. Et ces patients-là, avec apnée du sommeil, globalement, ont un IMC plus élevé, une sévérité des symptômes de fibromyalgie plus importante et une dépression plus fréquente. Donc, que retenir de ça? C'est qu'il faut quand même penser à rechercher l'apnée du sommeil dans la fibromyalgie et notamment chez les patients en surpoids et avec une dépression. Il y a également eu des données, une étude sur l'alimentation. Alors l'alimentation dans la fibromyalgie, c'est très à la mode et c'est un sujet qui est fréquemment abordé par les patients. Donc là, il s'agissait de reprendre les données initiales d'un large essai thérapeutique randomisé qui évaluait le tai chi versus exercice aérobie. 26 patients ont rempli un questionnaire d'alimentation très précis. Bon, malheureusement, il y a un petit nombre de patients, mais globalement, qu'est-ce que l'on peut constater? C'est qu'une qualité alimentaire élevée
était associé à une meilleure qualité de vie physique, que le niveau d'anxiété et de dépression plus élevé était associé à une faible qualité alimentaire. Par contre, il n'y avait pas d'association entre le niveau de qualité alimentaire et la sévérité des symptômes dépressifs, la qualité de vie mentale, la qualité du sommeil et l'impact de la fibromyalgie. Traitement. Alors, peu de communication sur les traitements dans la fibromyalgie. Cette étude était intéressante parce que c'est l'étude de l'équipe de Katz. L'objectif, c'était d'évaluer, de faire évaluer aux patients plutôt l'efficacité des médicaments prescrits dans la fibromyalgie. Et au final, les patients, comme vous le voyez sur le graphe, considèrent comme plus efficaces les antalgiques, les hypnotiques, les stimulants, alors que la gabapentine, la prégabaline et la duloxétine sont considérés comme beaucoup moins efficaces et c'est pourtant les traitements qui sont préconisés dans les recommandations européennes. Donc, il existe un gap assez important entre le ressenti des patients et les données de la littérature et les recommandations. Donc, on peut se demander s'il ne faut pas revoir l'évaluation des traitements dans la fibromyalgie. Concernant les traitements, un essai très intéressant sur la neurostimulation transcutanée dans la fibromyalgie. Effectivement, la neurostimulation transcutanée agit sur les contrôles inhibiteurs centraux endogènes et notamment elle augmente la production d'endorphines au niveau de la moelle. Elle diminue également l'hyperexcitabilité centrale et là donc il s'agissait d'aller voir si le TENS était efficace dans la fibromyalgie. C'est une belle étude avec une belle méthodologie. Des patients ont été en fait randomisés dans 3 groupes, un groupe TENS actif, un groupe placebo de TENS où il y avait tout de même des stimulations électriques, et un groupe sans traitement TENS. Au final, les résultats montrent que la douleur et la fatigue, avant donc l'activité physique, donc considérée comme au repos, et durant le test de marche de 6 minutes, sont diminuées avec le TENS, aussi bien à l'inclusion dans l'étude qu'au bout d'un mois d'utilisation à domicile de cette technique antalgique. Donc on a des résultats très intéressants, d'autant plus que le TENS diminue la douleur et la fatigue, donc liées à l'activité, mais aussi au repos, et avec, semble-t-il, un maintien à 1 mois d'utilisation. Donc le TENS devrait faire partie maintenant de la prise en charge multimodale de la fibromyalgie. En ce qui concerne maintenant les douleurs chroniques, quelques communications. Une étude coréenne qui confirme l'importance du poids chez les patients douloureux chroniques. En effet, le ratio masse grasse, masse maigre et le sexe féminin sont associés au développement ou à la persistance de douleurs sur une période de 3 ans. Le seul problème dans cette étude, c'est qu'il y a un facteur confondant majeur qui est la dépression et malheureusement, elle n'a pas été recherchée. En tout cas, cette étude nous donne des arguments supplémentaires pour conseiller la perte de poids à nos patients douloureux, bien sûr en dehors des risques métaboliques et cardiovasculaires. Il y a eu également une étude sur les caractéristiques neuropathiques de la douleur dans l'APR, l'arthrose versus sujet contrôle. Donc c'est la première étude qui prend ces 3 groupes de patients avec vraiment des tests tout à fait adaptés pour rechercher des caractéristiques neuropathiques de la douleur et notamment des tests sensitifs quantitatifs. Et globalement, qu'est-ce qu'ils ont remarqué? Quels sont les résultats? Les douleurs de caractère neuropathique sont présentes chez 32% des patients arthrosiques, 40% des patients avec une polyarthrite rhumatoïde et 0% des contrôles. Et l'ensemble des tests permet de montrer qu'il existe bien une sensibilisation périphérique et centrale dans l'APR et dans l'arthrose comparée au sujet contrôle. Enfin, douleurs chroniques et douleurs post-prothèse de genou. On sait que la sensibilisation et les troubles de la modulation de la douleur pourraient contribuer aux douleurs chroniques post-opératoires et ces douleurs chroniques post-prothèse de genou sont fréquentes, 20 à 30% des cas. Là, il s'agissait dans la cohorte longitudinale MUST d'inclure 171 patients qui ont été évalués avant et 12 à 18 mois après une prothèse de genou. Ils ont eu là aussi des tests sensitifs quantitatifs qui permettent de vérifier
s'il y a une sensibilisation périphérique. Ils ont eu aussi des tests de sommation temporelle. Là, il s'agit de chercher des éléments pour une sensibilisation centrale. Et ils ont eu également une analyse de la modulation de la douleur, de la modulation centrale de la douleur, avec ce que l'on appelle un test d'ischémie de l'avant-bras. Et il montre que la sensibilisation périphérique et centrale avant chirurgie ne permet pas de prédire une douleur post-opératoire, alors même qu'il y a eu des publications qui donnaient des résultats inverses. Par contre, une sensibilisation centrale et une altération de la modulation centrale de la douleur sont associées en post-opératoire à la présence d'une douleur chronique sur prothèse de genou.